À 5 heures du matin, l'Iran a annoncé un ultimatum. Pas un avertissement, pas une position de négociation. Un ultimatum. Les gardiens de la révolution l'ont diffusé simultanément en 3 langues via les médias d'État. Le blocus militaire américain des ports iraniens devrait prendre fin avant 11 heures, sans quoi l'Iran passerait à l'action. 6 heures. Le monde entier l'a lu. Washington l'a lu. L'Abraham Lincoln l'a lu. À 5h14, la formation était en état d'alerte maximale. À 5h14, chaque opérateur radar surveillait le secteur nord. Chaque officier armement calculait des solutions de tir sur la côte iranienne. Chaque sonariste pistait l'axe de menace septentrional. Tous les regards du centre d'information de combat pointaient vers le nord, vers cette côte qui tirait sur ce navire depuis des mois. La formation disposait de 6 heures pour se préparer à une attaque venant de la direction que tout le monde attendait. L'Iran disposait de 6 heures pour s'assurer qu'elle viendrait d'ailleurs. Le cargo MV Arash était immobilisé dans la voie de navigation sud, à 1,1 mille nautiques de la position de patrouille de l'Abraham Lincoln depuis 11 jours. Pavillon panaméen. Manifeste déclarant du matériel agricole. Inspecté 2 fois par l'équipe chargée de l'application du blocus. Une première fois le 3e jour, une seconde fois le 7e. Blanchi les 2 fois. Remise à l'eau par les hommes de la formation eux-mêmes, stationnaires au même endroit depuis 11 jours, tandis que la guerre se déroulait au-dessus et autour de lui, et que l'attention de la formation restait rivée sur la côte au nord. Le capitaine de corvette Amanda Cross observait le MV Arash depuis 3 jours. Non parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que 3 jours plus tôt, en effectuant un balayage de routine dans le cadre du renseignement sur les signaux, elle avait examiné les documents d'immatriculation du navire et découvert quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'expliquer. L'immatriculation panaméenne avait été déposée le jour même où les gardiens de la Révolution rédigeaient l'ultimatum à Téhéran. Pas la veille, pas la semaine précédente. Le même jour exactement. Un cargo déposant ses papiers d'immatriculation à Panama City, au moment précis où le commandement militaire iranien préparait le document qui allait placer toute la formation en alerte maximale. Les yeux tournés vers le nord, elle avait soumis son premier rapport à 9h14, 3 jours plus tôt. Il lui était revenu avec la mention « Activité commerciale maritime de routine, cohérente avec les schémas de trafic de l'ère du blocus. Aucune suite requise. » Elle avait continué à regarder. La veille, elle avait consulté les rapports d'inspection du navire, les 2. Le matériel agricole inscrit sur le manifeste génère une répartition de masse spécifique lorsqu'il est chargé dans une cale standard. Lourd au centre, haut dans la cale. Or, les mesures relevées par l'équipe d'inspection lors des 2 visites montraient tout autre chose. Lourd à l'avant, bas dans la cale. Quelque chose dans la section avant qui était plus dense que des engrais, plus lourd que du grain, et qui se trouvait là depuis au moins 7 jours. Elle avait soumis son 2e rapport à 16h44 la veille. Il lui était revenu avec la note suivante. La répartition de masse était cohérente avec de la machinerie lourde, compatible avec la catégorie matériel agricole. Aucune suite requise. Cross avait regardé cette réponse longtemps. Puis elle avait rassemblé tout ce qu'elle possédait sur le MV Arash. Immatriculation, rapport d'inspection, suivi AIS, signaux collectés depuis les équipements de communication du navire sur 11 jours, et avait commencé à construire quelque chose que personne ne lui avait demandé de construire. Parce qu'un navire dont la date d'immatriculation était suspecte, dont la répartition de masse était anormale, et qui n'avait pas bougé depuis 11 jours dans une voie de navigation active, n'attendait pas une autorisation d'entrée en port, il attendait autre chose. Et ce matin à 5 heures, l'Iran venait d'annoncer ce qu'était cette autre chose. L'horloge du centre d'information de combat affichait 5h22 quand Cross avait commencé à construire son dossier. Elle affichait 6 heures quand l'analyse de répartition de masse était terminée. Le profil de densité des cales avant, cohérent avec un système d'armes dissimulé plutôt qu'avec un chargement agricole, la distribution de masse spécifique correspondant au profil d'un lanceur de missiles containerisé emportant 6 missiles anti-navires nord. 6 heures 1 minute,
Le compte à rebours vers 11h affichait 4h59 restantes. Il était 7h14 quand l'analyse des signaux fut complète. 11 jours de collecte passive depuis les équipements de communication du MVRH, dont 3 émissions chiffrées transmises sur une fréquence des gardiens de la Révolution que le navire n'avait aucune raison légitime d'utiliser, émissions enregistrées dans le journal de collecte de Cross et laissées sans suite, parce que des émissions chiffrées depuis des navires civils pendant un blocus étaient suffisamment courantes pour que le système automatisé les classe comme routinières. 7h15, 3h45 restantes. Elle avait soumis son 3e rapport à 7h19. Non pas un rapport de collecte de routine, une évaluation de ciblage. Le MVRH n'était pas un cargo, c'était une plateforme d'armement. Il avait été placé à l'intérieur du périmètre défensif de la formation 11 jours plus tôt. Il transportait 6 missiles anti-navires Nord dans un lanceur dissimulé dans la cale avant. Il se trouvait à 1,1 mille nautiques de la coque de l'Abraham Lincoln. Et sur la base des transmissions sur fréquence des gardiens de la Révolution collectées sur 11 jours, le navire était piloté depuis une installation de commandement située à 140 km à l'intérieur du territoire iranien, active depuis le matin où les documents d'immatriculation avaient été déposés. Le rapport parvint au contre-amiral Carver à 7h31. Carver le lut pendant 4 minutes et 11 secondes. Puis il regarda son affichage tactique. Le MVRH sur le secteur sud, à 1,1 mille nautiques, l'architecture défensive entière de la formation pointant vers le nord. L'horloge affichant 7h35, 3h25 avant l'ultimatum. Il prit le circuit vers l'équipe d'abordage à 7h36. Il suspendit l'interception à 7h37. Parce qu'aborder un navire à 1,1 mille nautiques de la coque de l'Abraham Lincoln sur la base d'un soupçon d'armement, 3 heures avant un ultimatum annoncé publiquement, sous les yeux de chaque satellite et de chaque dispositif de surveillance que l'Iran et toutes les autres parties intéressées avaient braqué sur la formation. Cela dirait à l'Iran que la dissimulation avait échoué. Et si la dissimulation avait échoué, l'Iran annulerait et repositionnerait ses forces, ou bien escaladerait immédiatement depuis une position pour laquelle la formation n'était pas encore pleinement préparée. Carver avait besoin que le MVRH croie qu'il était toujours caché. Il avait besoin de 3 heures. Il prit le circuit vers Cross à 7h38. Quote 0, dit-il. Quote un Cross l'affinait depuis 7h19. La formation passa 3 heures à faire exactement ce à quoi ressemble une formation qui passe 3 heures à se préparer à une attaque venant du nord. Couverture radar maximisée sur le secteur nord. Intercepteur prépositionné pour l'engagement sur l'axe de menace septentrional. Le centre d'information de combat enchaînant les scénarios de menace pour des tirs de missiles côtiers depuis le secteur 047. Tout cela était réel. Tout cela était nécessaire. Et tout cela était exactement ce que l'Iran avait besoin de voir pour croire que le MVRH était toujours caché. L'horloge affichait 10 heures. 1 heure restante. 10h30. 30 minutes. Cross transmit la position de l'installation de commandement à 10h31, précise à 8 mètres près. 11 jours de collecte passive de signaux distillés en une coordonnée. L'horloge affichait 10h45, 15 minutes restantes. Dans le centre d'information de combat, l'affichage tactique montrait simultanément 2 tableaux. Le secteur nord avec ses profils de menace nets, ses solutions de tir en cours d'élaboration, la posture défensive complète d'une formation attendant une attaque depuis la côte, et le secteur sud avec un contact unique, immobile à 1,1 mille nautiques, là depuis 11 jours, que Carver observait depuis 7h31 pendant que la formation regardait vers le nord. L'horloge affichait 10h55, 5 minutes restantes. Le contre-amiral Carver autorisa l'envoi d'un hélicoptère vers la position du MVRH à 10h55 et 31 secondes. Armée, à vitesse maximale. Temps d'arrivée estimé, 6 minutes et 14 secondes. Le MVRH ouvrit le feu à 10h58. Pas à 11h, pas à l'expiration de l'ultimatum, à 10h58. 2 minutes avant le moment où l'attention de la formation était le plus totalement fixée sur une horloge qui décomptait vers 11 heures,
sur un secteur nord et sur une menace qui ne s'était pas matérialisée, et sur l'état mental particulier de personnes maintenues en alerte maximale depuis 6 heures et qui ont 2 minutes pour savoir si l'ultimatum était réel. 6 missiles anti-navires, NOR, depuis la cale avant d'un navire que les équipes d'inspection de la formation avaient blanchi 2 fois, à 1,1 mille nautiques, à l'intérieur de la portée minimale d'engagement de chaque système d'interception du navire. Le canon rapproché, seul système capable de réagir, acquit le premier contact en 1,3 secondes et tira. Détruit. Cycle suivant. Deuxième contact acquis. Détruit. Troisième contact. Le canon pistant un missile en approche à 1,1 mille nautiques, avec 7 secondes de temps de vol. Solution de tir net. La rafale partie, et le missile effectuant une correction terminale de 1,4 degré à 0,6 mille nautiques. Raté. Le troisième missile nord percuta la coque de l'Abraham Lincoln au-dessus de la ligne de flottaison, au cadre 31, à 10h58 minutes et 17 secondes. La tête explosive détonna contre le blindage extérieur et se propagea vers l'intérieur à travers 2 compartiments. Incendie dans le local des systèmes secondaires au pont 2. 11 membres d'équipage à terre. Le navire vibrant sous le choc. Le canon était déjà sur le 4e contact. Détruit. 5e contact. Détruit. 6e contact. Le radar de conduite de tir du canon reçut un éclat provenant des débris de détonation du 3e missile à 10h58 minutes et 19 secondes. 2 secondes après l'impact. La dispersion de fragmentation du tir se propageant vers l'extérieur et atteignant la baie de capteur du canon au moment précis où celui-ci se recalibrait sur le 6e contact, le radar s'éteignit pendant 3,1 secondes. 3,1 secondes à 1,1 mille nautiques face à un missile en approche n'est pas une situation rattrapable. Le 6e missile nord percuta la coque sous la ligne de flottaison, au cadre 19, à 10h58 minutes et 22 secondes. La tête explosive détonna contre le blindage sous la flottaison. De l'eau commença à pénétrer dans le compartiment avant. Pas une brèche catastrophique. Le blindage contint la détonation à une pénétration de 0,4 mètres. Mais 0,4 mètres de brèche sous la ligne de flottaison n'est pas rien. Les équipes de contrôle des avaries étaient en mouvement avant même que les vibrations du second impact ne se soient dissipées. L'inondation fut contrôlée et isolée en 11 minutes et 44 secondes. 2 impacts. Incendie au pont 2. Inondation du compartiment avant. 11 membres d'équipage à terre au premier impact. 6 de plus au second. 17 au total, dont 3 grièvement blessés. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était opérationnel. Le radar du canon revint en ligne à 10h58 minutes et 22 secondes. La même seconde que le second impact. Les 6 missiles avaient été tirés. Le MVRH n'était plus qu'un cargo. Aucune arme visible, aucun lanceur actif. La cale avant refermée. Le pavillon panaméen flottant toujours. L'hélicoptère atteignit la position du MVRH à 11h 4 minutes et 14 secondes. 6 minutes et 14 secondes après l'autorisation donnée par Carver à 10h55 et 30 et 1 seconde. Il était en route depuis 4 minutes avant que les missiles ne partent. La première torpille entra dans l'eau à 11h. 4 minutes et 31 secondes. La seconde suivit 8 secondes plus tard. Le navire qui avait passé 11 jours à l'intérieur du périmètre défensif de l'Abraham Lincoln cessa d'exister à 11h, 4 minutes et 44 secondes. À 11h, l'ultimatum expira. L'horloge du centre d'information de combat passa à 11h. Le secteur nord resta dégagé. Et l'attaque que la formation avait passé 6 heures à préparer depuis le nord ne vint jamais. Elle était venue du sud. À 10h58. De l'intérieur du périmètre. D'un navire que les propres hommes de la formation avaient déblanchi. Dans la salle du renseignement, Cross rédigea son journal de bord. 3e rapport soumis à 7h19. Lu par Carver à 7h31. Navire détruit à 11h04. Elle regarda les horodatage longtemps.
Son premier rapport avait été soumis 3 jours plus tôt, à 9h14. L'installation de commandement des gardiens de la Révolution qui avait transmis ses ordres au M5 Arrache pendant 11 jours. Position établie à 8 mètres près grâce à la collecte passive de Cross. Reçu 8 missiles de croisière à 11h09. Elle cessa d'exister à 11h51. L'Iran avait fixé un ultimatum à 5h du matin. L'ultimatum n'était pas l'arme. L'ultimatum était le doigt pointé. 6 heures d'alerte maximale sur le secteur nord. 6 heures où chaque regard dans la formation était rivé sur la côte depuis laquelle l'Iran tirait depuis des mois. 6 heures où le centre d'information de combat enchaînait les scénarios de menaces pour des attaques qui viendraient de la direction d'où l'Iran avait toujours attaqué. L'attaque vint de l'intérieur du périmètre, à 10h58. Depuis un navire que l'Iran avait placé là 11 jours avant que l'ultimatum ne soit annoncé, depuis une position inspectée 2 fois, blanchie 2 fois, et surveillée par une seule officière du renseignement sur les communications qui avait remarqué une date d'immatriculation 3 jours plus tôt et n'avait jamais détourné le regard. 2 impacts. 17 blessés. L'Abraham Lincoln toujours à son poste à 11h09, quand les missiles de croisière quittèrent leur cellule. Et à 11h précise, au moment exact où l'ultimatum des gardiens de la Révolution expirait, le secteur nord était dégagé. L'attaque que l'Iran avait promise pendant 6 heures ne vint jamais du nord. Elle avait déjà eu lieu, et elle avait déjà reçu sa réponse.